Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur notre podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire la preview de la semaine 9 de NFL. Et pour ça, juste avant Halloween, on fait un retour dans les années précédentes et on fait un épisode OG avec OGG. Salut Gigi, comment il va? Salut Alex, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je reviens d'un week-end prolongé de vacances, donc je suis plein d'énergie et j'étais très content de voir qu'on avait un créneau commun pour cet épisode. C'est vrai, tes vacances qui durent depuis 6 semaines environ. Depuis la pré-saison à peu près, hein. Tu sais, j'ai fait mes hot takes et puis je suis parti me cacher. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont déjà en train de passer? C'est dur à dire maintenant, mais il y en a qui sont encore en vie. Je suis assez content. Il y en a qui ont pris du plomb dans l'aile le jour 1, hein, genre trade de Micah Parsons chez les Seahawks. Oui. Même si, attention, le fondement qu'il y avait derrière les Seahawks, il se tient quand même. Mais ouais, il y a des trucs pas mal. Les équipes, des équipes très très mauvaises, il peut y en avoir 4 à 3 victoires max, ça peut se jouer. Et il y en a des complètement foireuses, genre 2 QB au-dessus des 5 milliards. J'ai un peu regardé, là, les leaders, ils sont à 2100 yards. On est plus sur des bases de saison à 4000, 4005 que 5000. Va falloir qu'il y ait des défenses qui soient absolument cata. Coucou les Cowboys pour que Dak puisse lancer. Et après, il va falloir trouver une autre équipe qui lance beaucoup. Mais c'est vrai que ça, c'est pas trop le cas cette saison. Ouais. Allez, on vous rappelle à tous, suivez-nous partout, le Front Office, Discord. On a tous les liens qui sont en description. Et il y a un live cette semaine, ce soir d'ailleurs, avec Alex et Thibaut qui feront Battle of the Rooks, donc le classement des rookies sur le mois d'octobre. Donc venez voir ça, ils ont plein de joueurs rookies à parler avec vous. Et samedi, c'est le retour de la bye week. GG, normalement je te lance, mais là je vais m'auto-lancer puisque j'ai fait l'interview avec Chris Durham, qui est le head de la NFL Academy, un ancien receveur des Lions, des Seahawks, qui est passé aux Titans, qui est passé aux Raiders et qui maintenant se charge du développement des jeunes pour aller se diriger vers la NCAA. Une interview très cool d'1 heure. Voilà. Juste, allez voir le Reels qu'on a partagé. La vie de ce mec est un film. Ouais, j'étais en chambre avec Matthew Stafford, il m'a lancé mes premières passes de touchdown partout. J'étais sur le terrain à côté de Calvin Johnson quand il a battu le record. Ouais. C'est Serge le mytho, mais en NFL. Sans être Sans le mytho. C'est Serge. Non, ouais, interview très cool. Voilà, un petit réel qui a été posté, un petit YouTube short aussi. Donc, si vous êtes sur YouTube, il y a aussi présent à cet endroit-là. GG, je te propose qu'on se lance tranquillement vers le rewind du Monday Night Football qui a eu lieu il y a 3 jours, au moment où vous écoutez cet épisode, 2 jours même, puisque, bref, il y a eu un match lundi soir entre les Commanders et les Chiefs. Les Commanders qui sont passés en 3-5 puisqu'ils ont perdu 28-7 face aux Chiefs qui passent en 5-3. GG, j'ai noté dans le conducteur quelque chose. J'ai une petite stat pour toi. À ton avis, depuis le début de la NFL, combien y a-t-il eu de matchs entre les Chiefs et une franchise de Washington? Déjà, première question. Oh, waouh. Allez, On parle Redskins et Commanders, hein, évidemment. Et ouais, football team. Ouais. Bon, ils sont pas dans la même conf. S'ils se jouent une fois tous les 4 ans. Allez, je vais dire 12. Oui. Déjà, première bonne réponse. Bravo. Ça fait déjà plus de bonnes réponses que dans ton Qui veut gagner 6 milliards. Bravo, GG. Sur les 12 matchs, combien il y a eu de... C'est quoi le bilan, à ton avis? Les Chiefs, ça n'a pas toujours été beau. Ils ont dû... Ouais, ça va être archi équilibré. Et je vais te dire 6-5-1. Non, on est à 11-1 pour les Chiefs. La dernière victoire des Commanders aux Redskins a eu lieu en 1983. Voilà pourquoi je voulais sortir cette petite statistique avec des matchs qui se sont joués un peu partout. On n'a pas que des matchs qui se sont joués dans le Kansas, dans le Missouri d'ailleurs, puisque Kansas City est dans le Missouri et non dans le Kansas, qui est très intelligent comme logique. Mais voilà, donc ça fait depuis 42 ans que les Redskins Commanders n'ont pas battu les Chiefs. C'était pas cette semaine-là. Là, il n'y avait pas Jaden Daniels. Ça a été très compliqué. Et moi, sur ce match-là, avant que tu puisses te lancer sur le match,
j'ai un autre petit, comment dire? Pet peeve, quelque chose qui me dérange. C'est les interceptions. Alors moi, les interceptions, je veux bien quand c'est une interception et que la passe part direct ou qu'elle est un peu déviée, tu vois? Pourquoi pas? Classique. Classique, déviée, bon, c'est chiant, c'est pas là où le QB il voulait la lancer, mais pourquoi pas? Les 2 interceptions là, que ce soit sur celle de Deebo Samuel ou de Travis Kelce, si vous n'avez pas vu le match, je vous invite à aller voir. Mais ça rebondit sur le joueur, ça repart en l'air et c'est récupéré par un défenseur et ça compte interception pour le QB, ça flingue leur stat alors que clairement, c'est pas pour eux. La balle était clairement dans les mains. Je comprends que c'est pas une passe complétée, mais purée, moi, ça me saoule que ça gâche des stats comme ça. C'est bête, hein, mais c'est comme les fumbles, tu sais, où tu as une latérale qui est faite en arrière. Le receveur, il l'attrape pas, ça fait fumble pour le QB. Je trouve ça fou. Donc, Ça. Embêtant pour les joueurs de fantasy surtout. ah, bon, après, Mariota, je l'ai pas, hein, donc c'est pas. Si d'ailleurs, je l'avais. Bon, bref, ça, c'est une autre question. Mais voilà, je trouve ça un peu bizarre, tu sais, dans une ligue qui est à fond sur les statistiques et sur l'histoire, etc., d'avoir cette espèce d'imbroglio autour de certains plays où ça part sur le QB alors que c'est pas censé être pour eux. Donc voilà, Mais c'est juste ce petit truc. du coup, j'ai une question quand même. Tu le comptabiliserais comment? Franchement, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est un fumble du receveur, hein. Sauf qu'il Ouais. la reçoit pas. Sauf qu'il la contrôle pas vraiment. Attends, c'est. C'est En un fait, enfer. faudrait une ligne interception d'équipe. Tu sais que, comme d'habitude, hein, les gens vont dire que je suis chiant avec ça. Petit parallèle avec la NBA. Ils viennent de changer une règle pour cette saison. Sur les tirs à 3 points au buzzer de son propre camp, Mmh. ça compte plus comme un tir raté pour le joueur qui le prend. Pour encourager en fait à ce que les mecs shootent et tentent le panier spectaculaire plutôt que de garder la balle sous le bras parce qu'ils ont un bonus qui se déclenche à 38% à 3 points. Du coup, ils ont enlevé ce truc-là, Sauf si justement un c'est peu dedans. sauf si c'est dedans. Ça, c'est Mais fort. mais tout pour la beauté de l'action, tout pour et pour pas que ça tue les stats des mecs. Parce que oui, t'as raison, les ligues américaines, c'est des ligues à stats. Faudrait une case interception collective. Ou comme pour les sacs, une demi-interception chacun. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Genre demi-interception pour le QB, demi-fumble pour le receveur. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Bon, bref, parlons du match 28-7. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce match-là, GG? Écoute, moi je suis un peu inquiet pour les Commanders et pourtant il y a eu des belles choses, notamment avec les retours de Deebo, on connaît, hein, et de McLaurin. Deebo, c'est assez irrégulier, c'est un match il est là, un match il est pas là. C'était déjà le cas à l'époque où il jouait chez les Niners. McLaurin, lui, blessure plus lourde, il revient et on voit tout de suite la diff. J'ai en tête un catch qu'il fait sur McDuffie, où McDuffie défend excellemment bien et McLaurin réussit quand même le catch de façon assez impressionnante. Donc, il y a plein de belles choses dans cette équipe. Ils arrivent à avancer au sol avec des seconds couteaux. Mariota fait ce qu'il peut. C'est pas Jayden Daniels. Les receveurs sont là. La défense n'est pas si horrible. Mais Ça, je suis pas sur la défense, je suis pas d'accord. Pour moi, elle est après, affreuse. c'est une équipe qui subit beaucoup parce que ça avance pas. Mais Oui, tu vois, oui. genre contre la course, ils sont pas si mal. Là, ils finissent par exploser parce qu'ils sont contre les Chiefs qui sont devant au score. Mais en fait, quand tout le monde est là, c'est une belle équipe. On l'a vu en playoff l'année dernière. Et voilà, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et pourtant, ils sont qu'en NFC, la Ligue 2 de la NFL, je rappelle. Non, Mais non, 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 non. Par contre, ça, je t'ai entendu dire ça, je sais plus quand, là, récemment. C'est pas possible, GG. Tu peux plus dire ça. Tu peux pas dire ça en ce moment. non, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce Voilà. moment, ça tourne bien. Mais voilà, je suis pressé de voir le retour de Jayden Daniels parce que je pense que cette équipe qui allait loin en playoff l'année dernière existe toujours et j'aimerais les voir se mêler à la bagarre pour les playoffs. Et voilà, pour moi, ce match c'était un peu un petit tournant. On ne savait pas si Daniels allait jouer ou pas. Les receveurs sont de retour, ça perd encore. Pour moi, c'était vraiment la dernière cartouche. Donc voilà, il y a des belles choses. On espère que tout le monde revienne vite sur le terrain. Ils ont un calendrier, cette année, hein, de manière générale, ils ont un calendrier affreux. Ouais. Et là, ça va pas être mieux, hein, parce qu'ils jouent à Seattle. Mm. Attends, est-ce que c'est à Seattle? Là, c'était où le match? C'était à Arrowhead? J'ai un doute. Je vais te dire ça tout de suite. Oui, c'était à Arrowhead. Ok, dans ce cas, ils reçoivent les Seahawks, ils reçoivent les Lions, ils se déplacent à Madrid pour aller jouer les Dolphins, ils reçoivent les Broncos, ils vont à Minnesota. Voilà les 5 prochains matchs. Pour moi, c'est compliqué sur ces 5 matchs. Si Faut en tu gagner joues comme 3, quoi. ouais,
Si tu joues comme tu as joué là, c'est dur. Et après, c'est 4 matchs de division pour finir la saison. Donc, on sait que les matchs de division, c'est toujours compliqué avec double affrontement contre les Eagles notamment. Mais les Commanders, très compliqué. Moi, les Chiefs m'ont impressionné sur ce match-là. Mahomes, il a 30 heures pour lancer. C'est leur ligne offensive. Alors, je ne sais pas si c'est un cumul entre la ligne offensive et la ligne défensive des Commanders. Je pense que oui. Alors, la ligne offensive des Chiefs m'a impressionné sur ce match-là. Et en fait, les Chiefs, là, on va pouvoir en parler rapidement parce qu'ils sont en 5-3. Du mal à le voir au début de la saison quand ils commencent en 0-2 et qu'ils galèrent contre les Giants et qu'ils passent en 1-2. Là, ils sont en 5-3. Ils sont pas loin de la tête de la division. Ils sont à une victoire des Broncos. Et cette semaine, ce ne sera pas notre match de la semaine, mais je te propose qu'on en parle un petit peu maintenant. C'est l'affrontement entre les Chiefs et les Bills. Si les Chiefs gagnent, c'est un gros statement pour la FC. En fait, ça marche dans les deux sens, je trouve. Si on l'avait mis en match de la semaine, c'est ce que j'aurais soulevé. Là, les deux équipes ont l'occasion d'envoyer un message très, très fort. Si les Bills vont taper ces Chiefs-là qui montent en puissance, ils vont dire « Mais nous, on n'a plus de complexe, rendez-vous en playoff. Parce que les Bills, depuis quelques années, c'est ce qu'il y a de plus proche de faire tomber les Chiefs chaque année. Ça se rapproche à chaque fois. Et pareil, les Chiefs, tu l'as bien souligné, la montée en puissance, elle est réelle. Je trouve que Mahomes n'a jamais été aussi dangereux au sol. Et au-delà des stats, j'ai l'impression que la peur qu'il fait peser sur les adversaires au niveau de ses courses aide vachement à ouvrir le jeu de passe aussi. Et s'ils battent des Bills, alors qu'ils sont pas toujours hyper rassurants, hein. Avant la bye week, ils avaient perdu 2 matchs. Là, ça a battu de bien pauvres Panthers. Mais s'ils battent des Bills qui restent sérieux, hein, le Josh Allen, James Cook, ça tourne bien, la défense est capable de belles choses. Ouais, ce match, il y a moyen qu'il effraie pas mal d'équipes en AFC, peu importe qui sera le vainqueur de ce match. Sauf si on aboutit sur une bouse genre 12-9 avec 7 field goals et que personne n'arrive ni à avancer et que t'avances pas à cause des défenses, mais parce que genre t'es imprécis ou que t'arrives à rien mettre en place, quoi. Ouais, ce sera à Buffalo, ce match. Et on a hâte de le voir. Je crois qu'en plus, c'est pas dans une horaire catastrophique. Il me semble que c'est à 22h. Ouais, c'est à 22h25. Ça va être sympa, surtout que les matchs à ce moment-là, bon, pas besoin de faire un multicam, hein. C'est Saints-Rams et c'est Jaguars-Raiders. Voilà. Effectivement, pour une fois, ça vaut le coup de quitter le red zone et d'aller sur le match en prime time. Exactement, exactement. Alors qu'il y a des beaux matchs pour le coup sur cette semaine, mais il n'y en a pas 100 000 non plus. Ouais. On en parlera lors des matchs de la semaine, enfin du match de la semaine, mais c'est un petit peu compliqué cette semaine. GG, je te propose qu'on passe maintenant au moment consulting et donc qu'on commence la preview. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour cette preview, on a 4 équipes en bye week. Ce sont les Browns, les Jets qui viennent enfin de gagner un match, les Eagles et les Buccaneers. Voilà les 4 équipes en bye week. Ça va faire du bien à pas mal de ces équipes, je pense, de faire une petite pause. On est au milieu de la saison. On fera bientôt un épisode sur les trophées de mi-saison d'ailleurs. Donc ça arrive. Ça sera un week-end dans les semaines à venir où l'épisode sera là. On est en train un peu de définir quand est-ce qu'on fait cet épisode. Mais pour le moment, consulting de cette semaine, c'est une question qui a été posée par Grixi dans le Discord, qu'on salue, fan des Cardinals, et qui en ce moment, c'est pas ouf. Heureusement qu'il y a l'OL et allez l'OL. Sa question: quelle est la part de responsabilité de Daniel Jones dans le succès des Colts? On rappelle, les Colts sont en 7-1, ils ont fini en 8-9 l'année dernière, donc ils sont presque déjà au même nombre de victoires que l'année dernière du côté des Colts qui alternaient entre Anthony Richardson et Joe Flacco. C'est ça, c'était Joe Flacco l'an dernier chez eux. Ouais. Donc voilà, quelle est la part de responsabilité d'un Daniel Jones dans le succès des Colts? 7-1, premier d'AFC. GG, qu'en penses-tu? Eh bien, écoute, je vais dire exactement ce que j'ai écrit, hein. Il fait ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. Et c'est déjà excellent, hein, le nombre de QB qui font ça. Non mais alors, je vais approfondir un tout petit peu. Là où il m'impressionne quand même, c'est il fait très peu d'erreurs. Il perd pas de ballon. Ça, c'est vraiment incroyable parce que
en carrière, c'est pas non plus le quarterback le plus précis sur tous ses lancers, sur les passes catchable. Bah, je vais te Mais dire, GG, hein, sur sa vas-y. carrière, il est à 83 touchdowns en quoi? En 78 matchs. 83 touchdowns, 50 interceptions et sur cette saison, il est à 13 touchdowns, 3 interceptions. Ouais, mais tu vois, au-delà de la stat brute, TD interception, en avant-saison, moi, ce qui m'inquiétait du côté des Colts, c'était, un chiffre que j'avais vu passer sur lui et Richardson quand on savait pas encore lequel des 2 allait avoir le poste et globalement, les 2 étaient vraiment, dans le dernier, quart des quarterbacks en matière de passes attrapables par les receveurs et du coup, je me disais: «OK, 2 QB un peu mobiles qui, de toute façon, sont pas précis, même si Jones a plus de bagages, avec Jones, ça va gagner 6 matchs. Avec Richardson, ça va en gagner 3, quoi. C'était ma logique d'avant-saison. Et du coup, oui, Logique partagée par beaucoup de monde d'ailleurs, hein. et Daniel Jones dépasse de très loin ce qu'on espérait de lui. Hein. Tu l'as dit, seulement 3 interceptions, c'est ultra propre. Donc oui, il y a quand même une part sur lui. Mais il a à côté de lui un Jonathan Taylor qui libère des espaces tellement qu'il effraie tout le monde. Là, il est sur des... À la mi-saison, il a les stats de Saquon Barkley l'année dernière. Et l'année dernière, on se disait, tain, Saquon, ça ressemble un peu à un MVP quand même. Donc, Bah, je vais aller voilà. dans ton sens parce que j'ai l'impression que Jonathan Taylor, cette année, on a plus l'impression que ce sera pour lui le MVP à l'heure actuelle, hein. Parce qu'il y a pas de QB qui se dégage Mmh. totalement et contrairement à l'année dernière où il y en avait quand même 2 qui se dégageaient pas mal, là, il y en a pas tant que là, il y a pas de QB qui se dégage énormément. Ouais, là, je suis totalement d'accord. Il y a plein de bons QB avec plein d'équipes qui sont un peu en avance sur d'autres, mais personne ne se détache de la meute et donc ça favorise forcément, l'éventualité d'un MVP sur un autre poste. Là où, genre, l'année dernière, tu avais Allen et Jackson qui étaient au-dessus du lot et tu te disais: «Bon, c'est l'un ou l'autre, quoi». Même avec tous les receveurs et running back qui étaient bons autour. Mais donc, au-delà de Jonathan Taylor, il a des cibles ultra variées, c'est ultra bien coaché. La O-line, elle est effrayante. Hein. Tu parlais de celle des Chiefs tout à l'heure, mais en fait, celle des Colts, que ce soit passe protection ou ouverture de couloir de course, c'est assez incroyable. Et même derrière, en fait, ouah là 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 là, les 11 défensifs, vraiment, on se régale devant ces Colts. Et je dis ça en tant que supporter des Titans, ça me coûte un peu. Tu dis, il fait ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins, en disant que c'est exactement ce qu'on lui enfin, c'est déjà très bien. Je pense qu'il est ultra important pour plusieurs raisons. La première, comme tu dis, il a des cibles. Mais on l'a vu avec Richardson, on l'a vu avec Flacco, les cibles, elles faisaient pas autant que ce qu'elles font avec, Daniel Jones cette année. Le coaching n'a pas changé, donc ça veut dire que pour l'instant, tout ce qui a changé dans cette équipe, c'est une perte sur la ligne offensive qui ne se traduit pas dans les matchs. Les 2, encore une fois, je vais oublier toujours l'autre. Il y a un Kelly et il y a Will Fries qui sont partis aux Vikings. Vikings. Donc ils ont perdu sur la ligne offensive. La ligne offensive, elle fait toujours le taf. Les cibles, elles sont là. Alors il y a Tyler Warren en plus, hein, qui apporte quand même une soupape de sécurité qui n'était pas présente avant aussi, il faut le reconnaître. Jonathan Taylor arrive à prendre des espaces aussi parce que le QB peut envoyer des bombes comme il a envoyé à Alex Pierce là récemment, où en fait tu es obligé d'étirer le terrain en défense pour être sûr que tu ne te fais pas avoir sur une grosse passe parce que Daniel Jones, il a un bras, il a des jambes. C'est un super. Enfin, moi je trouve que c'est un très bon QB au final sur cette. Des bras, Sur des cette... jambes, c'est un homme normalement constitué, mais je suis d'accord avec toi, Non, il les ok. utilise bien. Il a un gros bras où il lance loin. Il a des jambes où il peut courir. On a vu beaucoup de fois, notamment aux Giants, où il court très bien. Donc en fait, il y a une menace il a une sorte de double menace en fait, qui est marrante à dire puisque c'est pas une double menace à la Josh Allen ou à la Lamar Jackson, mais ça reste une double menace. Donc je pense qu'il a une part qui est très importante et en plus de ça, il permet à un Shane Steichen, l'ancien offensive coordinator des Eagles, devenu head coach il y a 2-3 saisons du côté des Colts, un peu de montrer ce qu'il est capable de faire. Et ça, je trouve ça cool d'avoir un QB avec lequel il est capable de jouer. Et allez, vas-y, je vais un peu me mettre une petite tape dans l'épaule, puisque j'avais dit les Colts, il faut qu'ils aillent sur Daniel Jones. Alors, je ne l'avais pas dit parce que Daniel Jones allait être le QB qui allait les mettre en 7-1, mais plus dans le sens où, au niveau style de jeu, ça correspondait pas mal à Anthony Richardson. En fait, voilà quoi. Là, tu as ton QB sur l'avenir, je pense. En tout cas, eux, ils veulent le signer. Je pense que lui, il a plutôt OK pour la resignature. Attention,
Les Giants ont fait une bonne saison avec Daniel Jones. On a vu ce que ça a donné ensuite, même si je pense quand même que c'était pas la même saison qu'on est en train de vivre là. Je vais aller plus loin, te poser une question et où je pense un peu savoir la réponse, et ce qui fait que je pense que le re-signer à long terme serait une erreur. Euh, Est-ce que ces Colts-là, pour toi, sont dans le top 2-3 des favoris en AFC? Tu vois, pour moi, non. Pour moi, oui. Tu m'aurais dit top 2, je t'aurais peut-être dit non. Top 3, je t'aurais dit oui. Mais donc, Mais allez, c'est top 3, c'est un top 3 conditionnel. allez, C'est un top 3 admettons, conditionnel aux Ravens qui sont en 2-5. C'est un top 3 conditionnel aux Bengals qui sont plus là. Pour moi, il y a Bills et Chiefs et basta. Et encore. non mais voilà, admettons, on les met troisième derrière Bills et Chiefs qui ont un peu de bagage et énormément de talent, on va partir sur les bases d'une équipe qui va sûrement être top 2 ou top 3 en termes de bilan en AFC, qui pour moi n'a absolument aucune chance d'aller au Super Bowl. Est-ce que c'est la faute de Daniel Jones? Je sais pas. Si demain tu me dis que cette équipe est dans les mains de Matthew Stafford, je te la mets candidat numéro 1 en AFC. Bah, je vais te dire un truc qui pour moi est aussi important. Quand tu vois un peu la gueule de certains contrats en NFL au niveau des QB, je pense à nos deux chouchous de notre côté. On pense à Tua qui chope 53 millions, on pense à Trevor Lawrence qui chope 53 millions aussi, ou sensiblement comme ça. On pense à Jordan Love qui doit toucher au moins 50 millions. Moi, je vois ces joueurs-là, je vois Daniel Jones aujourd'hui. Bah, je me dis, en fait, par rapport au style de jeu et au jeu qu'il y a, il mérite il mérite mieux que. Je dis pas qu'il mérite 60 millions. Je dis juste que les autres méritent moins. Et que s'il y a des contrats à aller dégager, c'est pas celui de Daniel Jones, je pense, par rapport à ce qu'il est en train de montrer. Et un Kyler Murray, par exemple, qui touche 46 millions. Et au moment où il touche 46 millions, c'est l'équivalent d'un 55 aujourd'hui. Bah, en fait, je me dis, Daniel Jones, en fait, qu'est-ce que tu as comme autre possibilité que Daniel Jones? J'entends ton Stafford et autres, mais Stafford, il va finir sa carrière aux Rams, à mon avis. Daniel, t'as rien d'autre là aujourd'hui. Tu Non, peux mais tu rien vois, avoir. bah, tu peux rien avoir, je sais pas. Je prends un exemple, je dis pas c'est ce qu'il faut faire et tout le monde sait l'avis que j'ai sur ce joueur-là. Est-ce que l'équipe te paraît plus compétitive si demain tu prends le risque d'aller chercher Dak Prescott en te disant que tu as tout le reste de l'équipe qui est prête à jouer le titre? Ouais, mais Dak Prescott, c'est 60 millions par an. Donc Dak Prescott, tu peux pas aller le chercher aujourd'hui. Tu vois, c'est toujours la même chose en fait. C'est quel est le contrat que tu vas donner à Daniel Jones. Je pense pas qu'aujourd'hui les Colts vont donner un contrat à 55 millions à Daniel Jones, mais un 45 peut-être. Bah, en fait, 45 c'est une affaire. Et pour un Daniel Jones, ça peut valoir le coup. Mais, Donc c'est quoi ton but? Est-ce que du coup la question c'est est-ce que ton but c'est de gagner en fait? C'est ça bah, aussi le truc, c'est faut prendre ce risque-là. Et je pense qu'avec Daniel Jones, tu ne gagnes pas. avec Daniel Jones, t'es en 7-1. Ouais, bien sûr, On va voir la suite du calendrier évidemment, et je pense que c'est une bonne rediscussion à avoir sur la fin de la saison. en tout cas, le même exemple que j'ai, c'est un effectif que j'adore, les Seahawks. Je pense que tu ne gagnes pas avec Sam Darnold. Et ils vont avoir le même type de problème avec le même type de constitution d'effectif qui est ultra pertinente. Si on regarde, parce que pour moi, Sam Darnold, tu as raison, c'est un très bon exemple. Je vais aller regarder son contrat. Parce qu'aujourd'hui, il a signé en moyenne 33 millions. Il a signé un contrat de 3 ans et de 100 millions. Donc 33 millions par an, c'est très peu pour un QB aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis les Colts, ce contrat-là, je le signe, mais je signe même 40 millions sur 3 ans. Mais sans hésiter une seconde sur Daniel Jones. Ouais. Parce qu'il y a. Et attends, je vais aller regarder parce que j'avais regardé récemment la liste des free agents pour la saison prochaine au poste de QB. En fait, tu vas être obligé au moins de mettre le franchise tag sur lui. Parce qu'en termes de QB, c'est lui ou Aaron Rodgers, Russell Wilson, Mariota, Tyrod, Zach Wilson, Kenny Pickett, Joe Flacco, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien du tout. Le meilleur, c'est Daniel Jones parce qu'en plus, Rodgers va sûrement rester aux Steelers ou prendre sa retraite. Donc pour moi, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de partir sur un Daniel Jones. Aujourd'hui, il coûte que 14 millions par an sur une seule saison. Peut-être là où l'école aurait pu peut-être essayer de mettre sur 2 ans la saison dernière. Mais voilà. Non, mais c'est pour ça que Bon débat. pour moi, si tu veux gagner, en tout cas, ton seul move possible, c'est un trade. Et trade, c'est Dak Prescott. C'est éventuellement, s'ils se rendent compte que salarialement, ça tient pas et qu'il est Par pas contre, assez sur le terrain, tu tentes Joe Burrow. je te le dis, Dak Prescott, faut oublier avec ce Oui, qu'il a oui, signé. il prend trop cher. Un trade, je regarde là, si tu fais un trade cette saison, enfin la saison prochaine, allez, les Cowboys, ils auraient 129 millions de dead money pour ne pas l'avoir dans l'effectif. Dak Prescott, il est intradable avant 2027, 2028, on va dire. Ou t'espères que
Justin Herbert en est ras le cul de pas gagner chez les Chargers si ça se passe mal cette année. Et tu vas chercher ce profil-là. En tout cas, voilà. Je pense que Colts, Seahawks, c'est un peu le même combat. T'as des bons QB de transition. Et on le voit avec les Lions, avec Goff. Hein. Quand les Rams font le trade Stafford-Goff pour aller gagner, ils vont chercher Stafford. Très bonne idée. Là, les Lions gardent Goff, ça peut aller loin. Je le dis depuis plusieurs saisons, je pense que c'est toujours vrai. L'effectif autour est incroyable. Tu ne gagnes pas avec Jared Goff. Et pourtant, il a joué un Super Bowl. Hein. Mais pour moi, il n'a pas ce truc qui te fait passer le dernier step. Bah, dans ce cas, oui, je comprends ce que tu veux dire dans ce cas de. Oui, ok. Oui, oui. Ok. Non, mais je regarde un peu les QB que tu peux aller chercher, j'en vois pas. Hein, là, Bah ouais, je viens de faire le même exercice, c'est dur. Il y a personne que tu peux aller chercher. Enfin, tu dis, comment il s'appelle? Tu dis Justin Herbert, il est en contrat jusqu'en 2029. Pour moi, le joueur un peu dans ce profil que tu peux essayer et de foutre la maison pour lui, c'est CJ Stroud. Mais c'est dans la division et je pense pas que ce sera le cas. Ouais. Enfin voilà, dites-nous vous ce que vous en pensez de la part de responsabilité de Daniel Jones. On n'est pas d'accord nécessairement avec GG, mais c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir discuter tous ensemble, c'est voir ça. Après, comme tu dis, hein, t'es pas non plus en train de dire que c'est une quiche. Hein. Ah non, Mais pas du tout. Hein. il les aide à gagner en saison régulière, mais toi, tu les vois pas, le fait qu'il les aide à gagner en playoff. Et pourtant, Daniel Jones a une victoire en playoff contre les Vikings, une saison où on avait dit les Vikings c'était des fraudes. Parce que c'est important aussi de se rappeler de l'historique du front office. D'être meilleur take all time, je pense. Ah ouais, on avait regardé le match, on s'est dit, ils sont en 14-3. Ouais, non, Giants. On était d'accord, ça coulait de source, on était en mode, ben non, en fait, ils sont en moins 7 de différentiel sur la saison, non, ça va pas le Alors faire. qu'ils ont 14 victoires ou 13 victoires, je sais plus, c'était n'importe quoi. Enfin voilà, dites-nous encore une fois en commentaire sur le Discord, peu importe où, ce que vous en pensez de Daniel Jones. Et on va retourner la question et on va vous poser cette question-là plutôt. Est-ce que les Colts peuvent gagner? Allez, on va pas dire le Super Bowl, mais est-ce qu'ils peuvent aller au Super Bowl avec Daniel Jones? Si vous pensez qu'ils peuvent gagner le Super Bowl, tant mieux. Ça me paraît faire. Allez, on va tranquillement se diriger vers le gros projet. Parce que c'est notre projet! Et pour le gros projet, le match de la semaine oppose les Broncos en 6-2 face aux Texans en 3-4. Alors, c'est un 3-4 qui est un petit peu difficile pour les Texans. C'est un 3-4 de début de saison, plus qu'un 3-4 de milieu de saison. Ils viennent de battre les Niners assez décisivement. Et les Broncos viennent de je ne sais faire plus quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière, les Broncos? C'est là où on voit la préparation au niveau de ce podcast. Les Broncos, ils viennent de gagner grâce à Troy Franklin contre les Cowboys. Contre les Cowboys. Tu vois, t'as dit Troy Franklin, je savais. Et ils savent compter 2 par 2 et faire élasser leurs chaussures. Et ça, tant mieux. Vas-y, Franklin. Voilà, sur ce match-là. C'est bon. Bien vu. Sur ce match-là, les Broncos, du coup, seront sans Patrick Surtain, leur cornerback star ancien Defensive Player of the Year, le dernier qui l'a gagné, puisqu'il est blessé, une douleur, il me semble, au pectoral. En tout cas, un muscle qui n'est pas développé chez moi, je ne sais plus où c'est. Mais c'est une blessure qui va l'éloigner du terrain entre 4 et 6 semaines, avec leur bye week qui est en semaine 12 ou 13. Donc, on ne va pas le voir avant la bye week, sachant que oui, c'est à peu près sûr. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Est-ce que tu y crois côté Texans? Parce que c'est vrai que les Broncos sont quand même des favoris assez majeurs, je pense. Mais tu perds la grande partie et le grand artisan de ta force en défense. On parle du coup droit Nadal. Hein, et là, attention, là, il y a le poignet qui a du mal. Alors, les Broncos ont beaucoup de coups droits Nadal en défense, hein, parce que le front seven est aussi solide que le fond du terrain. C'est assez effrayant. Tout le pack défensif est très bon. Mais je pense que le match va être plus serré que ce que le bilan laisse penser. Tu l'as dit, le 3-4 des Texans vient de soucis au démarrage, de soucis sur la O-line aussi, et c'est là où j'ai envie de mettre l'accent. On a vu du progrès contre les Niners, alors des Niners qui ont un pass rush moins efficace à cause des blessures, mais quand même, il y a des choses qui se mettent en place. Stroud a de plus en plus de temps pour lancer la balle. Woody Marks devient un running back qui, en plus de porter un peu le ballon, est une soupape en réception de passes courtes. Ça ouvre des options. Nico Collins devrait être dispo de retour de commotion.
On a vu un Jaden Higgins qui commence à trouver ses marques. Je trouve que cette attaque des Texans a des arguments à faire parler. Et voilà, vraiment, je vais observer la façon dont la ligne offensive va travailler pour contenir le front seven défensif des Broncos. Ouais, les Texans sur les derniers matchs, hein, c'est victoire 26-15 face aux Niners, défaite face aux Seahawks, mais bon, tout le monde perd face aux Seahawks quasiment. Victoire 44-10 face aux Ravens, 26-0 face aux Titans. Donc c'est pas mal après un début de saison qui était très dur avec des défaites contre les Rams, contre les Bucks et contre les Jaguars d'une possession à chaque fois. En fait, ils perdent les matchs d'une possession et ils les gagnent de beaucoup plus. Et depuis le début de saison, il y a quand même une constante. La défense est bonne. Vraiment, la défense, elle performe. C'est vraiment du côté de l'attaque où ça avait du mal à dérouler par manque de temps. Donc vraiment, tout est pour moi dans les mains de la O-line. Et je trouve que ce match, c'est le bon test au bon moment puisque la trade deadline approche. Je crois que c'est le 4 novembre, si je dis pas de bêtises. J'ai un peu l'impression. Alors attends, juste je regarde à quelle date tombe exactement le dimanche, mais je pense pas que ce soit. C'est le 4 novembre à 16h. Voilà. Et donc à 22h, oui, 22h heure française. Et je ne crois 21h. pas que ce match soit genre le Monday Night Football, si je dis pas de bêtises, c'est pas le. Non, c'est le Sunday Night Football. Voilà. Donc. Attends, non, les Texans, excuse-moi. Non, c'est à 19h. Voilà, bah, c'est à 19h, donc ça joue le 2, trade deadline le 4. En fonction de comment ça se passe, tu as encore potentiellement la possibilité de faire un ajustement, d'aller chercher 1 ou 2 joueurs sur la O-line. Voilà, moi, c'est vraiment les squads que je vais surveiller. Pour moi, la saison des Texans tient là. Et attention, les Texans avec une O-line, équipe potentiellement dangereuse. Faut rattraper déjà les Jaguars dans la div, mais pour moi, ça devrait pas être un problème. Après, t'as pas besoin de rattraper des équipes dans la div parce que les Colts la gagneront. Donc là, il faut vraiment regarder le reste de la conférence pour le coup. Oui, mais quand je dis la rattraper dans la div, pour avoir la 7ème place, il vaut mieux déjà être devant les Jaguars. Oui, bien sûr. On va Non, mais commencer tu vois ce que je veux dire. Oui, à moins d'un effondrement des Colts, ils gagneront pas la div. Non, je pense pas. Bah là, aujourd'hui, ils sont les Chiefs sont 7e hein, en 5-3. Donc eux, ils sont 9e. Donc ils sont à 2 victoires. Il y a du monde devant, quoi. Faut pas traîner. Ah, ça va être compliqué en vrai, hein, parce que là, les équipes, elles prennent tout le large. Hein. Ouais, mais tu vois, typiquement, scénario que je peux imaginer, les Texans chopent la 7ème place pendant que les Colts gagnent l'AFC. Ça se joue au 2e tour parce qu'ils upset un vainqueur de div, ils jouent les Colts. Et moi, je te dis qu'un Colts Texans en playoff, je coche Texans tous les jours. Surtout s'ils ont passé un tour avant ça et que les Colts ont dû gérer une semaine de bye. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, moi, sur ce match-là, je vais regarder beaucoup la défense parce qu'il y a des bons receveurs du côté des Texans. Tu parlais de Nico Collins. Et côté Broncos, tu en auras un en moins avec Patrick Surtain. Par contre, J.D. Barron, leur premier tour qui a été pris cette saison, le corner, est très bon. Défensivement, ils sont bons, hein, mais t'as vraiment, on parle beaucoup depuis le début de la saison de Next Man Up. Ça va être lui, le prochain à prendre la place. Alors, ce ne sera pas du même niveau, évidemment, qu'un Surtain, hein, sinon ça se saurait. Mais il y a des opportunités pour les Broncos aussi de valider leur profondeur d'équipe. Et ça, c'est bien parce que quand tu as un Surtain, je ne sais pas si c'est le cas en NFL, attention, je n'ai pas joué au foot américain, etc. Mais je sais que pour avoir joué dans différents sports collectifs, quand tu as un bon joueur, tu peux te reposer sur ce joueur-là et te dire je fais mon taf, mais j'en ai quand même un qui peut rattraper les conneries ou qui peut mettre ce but décisif ou autre. C'est le cas surtout quand tu as un bon gardien, je trouve, au foot, où tu as envie d'être bon. Mais tu te dis, ouais, vas-y, je vais pas faire de faute bête parce que j'ai le gardien derrière. Et là, avoir un Surtain, je sais pas si c'est, encore une fois, je sais pas si c'est le cas. Tu as l'autre approche aussi, qui est de dire, on a un mec bon, je veux me mettre aussi bon que lui pour m'élever à ce niveau de ce joueur-là. Mais je pense que ça va être intéressant de voir, purée, en fait, j'ai une place de dispo là maintenant, puisque le numéro 1 est plus là pour 4 semaines. Comment est-ce que je peux faire pour montrer ma valeur et que ce soit aux Broncos ou ailleurs, d'aller chercher un bon contrat dans les années à venir. Donc ça m'intéresse pas mal. Et CJ Stroud a fait un super match la semaine dernière aussi. Donc comment est-ce que ça va se passer face à un certain-less défense côté des Broncos? Ouais, et puis tu l'as dit, hein, le poste de cornerback, il n'est pas dépeuplé malgré l'absence de Surtain. Le cornerback 2, c'est Moss, je crois. Il fait un début de saison
statistiquement et visuellement assez impressionnant. Et puis bon, là, quand tu as pris un mec au premier tour, tu as envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, c'est pas ces équipes qui ont un cornerback 1 qui a un écart abyssal vraiment avec les autres et qui dans des rosters où tu même pas de cornerback 2. Là, tu as vraiment un 1 très fort, un 2 très fort et T'as potentiellement un Jaquan, rookie. et tu Jaquan McMillan aussi qui est très bon aussi. Enfin moi en tout cas que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de safety aussi qui sont bons avec Hufanga qui est arrivé à l'intersaison notamment. La ligne offensive elle est bonne. Enfin pour moi il y a beaucoup de choses qui sont quand même très très bons dans. Enfin, tout est bon dans cette défense de toute manière, hein, on le sait. Et voilà. Ouais. Quelque chose à rajouter GG sur ce match? On se garde le prono pour plus tard, mais est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce match-là? Non, je pense que ça va être un des matchs à suivre. Je pense qu'on va se faire plaisir. Eh ben, ça me fait plaisir que tu dises que ce soit un des matchs à suivre quand on a parlé pendant 10 minutes dessus et qu'on dise que c'est le match de la semaine. Vraiment, tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec la programmation. Vraiment, merci. Allez, je te propose maintenant qu'on passe aux heures sup. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Et pour les heures sup, on va parler d'un match, d'un joueur, peu importe. Vraiment, on va aller chercher les différentes infos, les différentes storylines qu'on peut vouloir suivre sur ce match, sur cette semaine 9 de NFL. On est à la mi-saison, donc c'est maintenant qu'il y a encore des choses à voir. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Écoute, vas-y. Ok, très bien. Moi, j'ai deux questions. C'est est-ce que j'enterre les Jaguars cette semaine ou pas? Puisqu'ils jouent ils jouent les Raiders. En fait, s'ils perdent et qu'ils nous mettent le même niveau qu'ils nous ont montré face aux Rams à Londres, c'est bon, j'arrêterai de penser que les Jaguars peuvent faire quelque chose, même s'ils vont en playoff ou autre, je dirais l'équipe adverse à chaque fois. Déjà que j'avais du mal à y croire et que quand ils ont battu les Chiefs, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, j'y crois. Bon, voilà, donc ça, c'est la première question. Je te laisserai répondre après. Et la deuxième, c'est même question pour les Panthers qui sont en 4-4 aujourd'hui, qui vont affronter les Packers. Gros match difficile. Et si c'est une rouste encore, pareil, je ne croirais plus du tout aux Panthers. Donc, c'est les petits félins là que j'ai envie de voir s'ils vont miauler ou s'ils vont rugir. Ouais, je trouve ça intéressant. Les Jaguars, leur saison, elle prend une tournure assez intéressante parce que. Enfin, en tant que fan des Titans? Non, en général. En fait, ça gagne des matchs. Le bilan est bien pour les Jags. Je veux dire, il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de gens qui voyaient cette équipe plus basse potentiellement à ce moment de la saison. Ouais, j'en faisais partie aussi. Hein. Je rêvais que tout se passe mieux pour les Titans. Mais je trouve que Travis Hunter, qui a été très clivant à l'intersaison, prouve de très belles choses. C'était le bright spot. C'était vraiment le truc bon de ce match à Londres où offensivement il était bon, on pouvait compter sur lui. Et en plus, défensivement, il a fait un beau play face à Davante Adams qui était exceptionnel dans ce match-là. Ouais, Travis Hunter, très bon. Il y a deux bons joueurs hein, dans cette équipe. C'est lui et Devin Lloyd. Et quand Devin Lloyd n'était pas là, c'était compliqué. Ouais, il y a plus que ça, tu vois. Je trouve que. J'exagère un peu, tu vois, mais. Oui, voilà. mais je trouve qu'on sent déjà l'apport du coach, Liam Cohen. Alors, j'aimerais que ça s'exprime encore un peu mieux au sol, parce que je pense que Travis Etienne a du talent. Je pense que Touten en a aussi, et que ça mériterait de le mettre un peu plus dans la boucle, surtout pour un coach qui est friand du jeu au sol. Je pense que l'été prochain, tu dois trader Trevor Lawrence. Typiquement, on en parlait, des candidats au trade, il n'y en a pas tant que ça. C'est peut-être un des joueurs qui serait légitime à bouger. Ouais, mais après, c'est toujours la question de qui voudrait réceptionner un joueur comme ça, quoi. putain, je trouve qu'il a tellement un profil Steelers, mais bon, c'est un autre débat. Côté Panthers, écoute, on a vu des belles choses avec Bryce Young. Là, Andy Dalton, ça a été compliqué. La roue de secours était crevée. De toute façon, cette équipe, je sais que toi, t'en attendais beaucoup à l'intersaison, mais elle est encore très jeune, les Panthers, je vois. Et il y a encore une bonne marge de progression. Il y a des belles choses aussi. Hein. Franchement, Rico Dodell qui a mis Chuba Hubbard dans le rétro. Macmillan, on prévoyait un receveur 1 au moment de la draft. Le mec plaisante pas. Hein. Dès que le ballon est dans sa zone, il attrape ça. Jalen Coker qui est revenu de l'IR, qui a un gros potentiel. Moi, j'aime bien.
Je trouve que ces 2 équipes qui ont des timelines différentes, mais je vois ce que tu veux dire. Les Jags, peu importe comment ça tourne, il y aura un virage à négocier. Soit là, la bye week, elle a fait du bien. Trevor Lawrence, il continue de se connecter avec Hunter et retrouve sa connexion avec Brian Thomas. Et en fait, on est sur des Jags qui font une deuxième partie de saison assez impressionnante et qui filent en playoff. Soit, je pense que la page Trevor Lawrence, faudra la tourner. Et côté Panthers, juste en donnant du temps à cette équipe, hein, c'est tout. Ouais, assez d'accord. Faut donner du temps. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de suivre, GG? Parce que toi, tu nous as fait ton PA, tu nous as fait ton hipster, tu nous as fait ton je vais chercher un joueur de derrière les fagots, et tu vas nous parler d'un 7e tour. Ouais, alors de derrière les fagots, nos aficionados NFL le connaissent quand même. Je vais parler de Kyle Monangai, le running back des Bears. Un running back des Bears, franchement, que veut dire ce 2? Running back 2. T'as bien fait. Non, mais c'était juste pour préciser. À chaque fois que tu disais running back, je disais 2. Alors 2. Encore une fois, on rappelle que le head coach des Bears était avant à Détroit, hein, chez les Lions, qu'il avait un duo de Jahmyr Gibbs, David Montgomery qui tournait très très bien. On va caricaturer un peu ça, mais Swift est un petit peu son Gibbs, là où Monangai doit être son Montgomery. Et où Monangai doit être son Montgomery. Je remets les mots dans l'ordre. Et ça joue cette semaine les Bengals qui sont la pire défense au sol par match, puisqu'ils encaissent quasiment 152 yards à la course. Je veux voir Monangai beaucoup plus. En fait, les Bears doivent prendre le contrôle de ce match et doivent pouvoir dérouler un plan de jeu au sol. Pour moi, Swift n'a pas les épaules d'un mec qui fait 25 portées par match de façon efficace tout le temps. S'il est productif, notamment pour les joueurs de fantasy, c'est qu'il a notamment un upside à la réception. Mais voilà, dans le football réel de ce qui se passe sur le terrain, il y a besoin de cette alternance avec Monangai qui est un coureur un peu plus puissant. Les Bears doivent mettre des choses en place pour un peu valider leur progression et montrer que ça va pas aller en playoff pour faire de la figuration. Je suis toujours très sceptique autour de Caleb Williams. Il a une belle O-line, il y a une belle défense, il a des armes partout, il a énormément de temps pour lancer, les résultats des Bears sont encore irréguliers. Il faut lui faciliter la vie, ça passe par le jeu au sol, et je trouve que ce match est parfait pour entériner ça. Donc voilà, j'espère voir une belle alternance entre Swift et Monangai, et qu'on ait potentiellement un nouveau duo Gibbs-Montgomery chez les Bears. Bah écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'ami Kyle. Il est bon hein, pour le coup, mais je trouve que Swift est bien meilleur cette saison que j'ai pu les voir les saisons d'avant. Ouais. Et peut-être que c'est le fait d'avoir Monangai où il se dit qu'il est obligé de faire quelque chose pour fonctionner, ou alors c'est le système de Ben Johnson qui fonctionne très bien avec lui aussi et qui fonctionne bien au niveau des Bears. Bon, le système il fonctionne pas bien pour tout le monde côté Bears. On aura le temps d'en parler peut-être plus tard au niveau de l'ami Caleb. D'ailleurs, les Bears qui viennent de signer CJ Gardner-Johnson pour info au moment où on signe. Non, nous on ne signe rien, on enregistre cet épisode. Voilà, CJ Gardner-Johnson qui retrouve Dennis Allen. Mais ouais, intéressant. Et c'est vrai que cette franchise qu'ils vont affronter des Bengals est très 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 compliquée à voir. Après un choke monumental face aux Jets. Ouais, et puis Flacco pourrait ne pas jouer, donc potentiellement, il est incertain, on va voir comment ça tourne. Et même s'il joue, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, t'es les Bears, tu joues ces Bengals, t'as envie d'être pris un peu au sérieux, tu dois prendre le contrôle du match, et une fois que t'as le contrôle du match, tu dois dérouler au sol. Vraiment, ça doit faire partie de l'ADN. Et Caleb Williams doit jouer dans un fauteuil, vraiment parallèle Lions, hein, comme Jared Goff peut parfois jouer dans un fauteuil chez les Lions. Ouais, les Bears doivent absolument gagner ce match-là s'ils veulent pas être distancés pour les playoffs, parce que devant, c'est les Lions qui sont en 5-2. Ils jouent les Vikings sans QB, donc ça risque d'être en 6-2. Les Rams, ils sont en 5-2, ils jouent les Saints. Et les Niners jouent les Giants, et ils sont en 5-3. Donc si tu perds, tu es en 4-4, l'équipe d'en face sûrement en 5-3. Compliqué. Ouais. Donc il faut gagner ce match contre Cincinnati. On va voir. Parce que c'est loin d'être certain. Quelque chose à rajouter, GG? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de suivre sur cette semaine? Non, écoute, on a parlé de pas mal de matchs. Ça va être l'heure de donner des petits pronos. Exactement, ça va être l'heure de se mouiller. C'est parti pour le 2-minute warning.
Et pour le 2-minute warning, on prend l'application Sleeper, on prend le Fantasy Ballers, drapeau français, Pick'em, et on va faire les petits pronos. On se garde le prono du Thursday Night Football pour la prochaine rubrique. Et je te propose de commencer par Bears Bengals. Mon appli est en cours d'ouverture. Je vais avoir ces éléments-là incessamment sous peu. Je vais dire les Bears. Très bien. Les Vikings face aux Lions. T'as pas donné ton prono? J'ai dit les Bears dans ma Ah tête. pardon. Oui, dans ta tête. Tu m'as dit Vikings, Lions. Lions. Lions aussi. Panthers Packers. Packers. Packers aussi. Broncos Houston. Houston. Broncos. Falcons Patriots. 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 Niners Giants. Niners. Niners aussi. Colts Steelers. Les Colts. Les Colts. Chargers Titans. Chargers. Chargers. Jaguars Raiders. Jags. Jags aussi. Saints Rams. Rams. Rams, c'est mon survivor d'ailleurs, j'y suis toujours, je l'utilise sur les Rams. Chiefs, Bills. Bills. Chiefs pour moi. Seahawks, Commanders. Seahawks. Seahawks et Cardinals, Cowboys dans ce superbe Monday Night Football. Où il y aura 75 points. Cowboys. Cowboys également. Voilà, bon. Peu de matchs où on n'est pas d'accord. À part Ouais. Chiefs Bills, qui est peut-être. En fait, c'est les deux matchs de la semaine où on n'est pas d'accord. C'est Chiefs Bills et Broncos Texans. Ouais, après, je me sens pas inspiré, mais en même temps, quand je suis inspiré, je fais des scores de merde, donc c'est peut-être une bonne nouvelle que de pas avoir trop d'intuition forte. Exactement. Des fois, il faut juste mettre en fait, il faut demander au corgi, là, tu sais, le corgi ce qui balance dans des paniers de basket, là. Faut lui demander ça. Faut lui demander ce qu'il en pense et parier en fonction de ce qu'il dit. Je vais essayer avec mes chiens de le faire. J'ai pas d'escalier, mais je vais chercher un escalier. T'as les Je vous corgis, dirai. c'est déjà bien. Ouais, c'est peut-être pas le plus compliqué à trouver. C'est peut-être le plus compliqué à trouver. Après des escaliers, je pense que je peux en trouver à quelques endroits. Bah voilà pour ce 2-minute warning et je te propose qu'on passe à l'overtime et au preview du Thursday Night Football. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Ce Thursday Night Football qui oppose les Ravens en 2-5 sur la pelouse des Dolphins en 2-6. Super, hein, vraiment 4-11 au cumulé. Que penses-tu de ce match? Ouais, moi je suis pas inspiré. Hein. Écoute, je vais reprendre une phrase que tu as pu prononcer plus tôt dans cet épisode. Je trouve que le 2-5 des Ravens, c'est un petit peu aussi un 2-5 de début de saison, qu'on peut potentiellement imaginer un meilleur futur pour eux. Alors, non, mais je comprends pourquoi tu hoches la tête. La défense était désastreuse. Bon, 3-4 des Texans était plus dans le sens où il y a eu deux parties à leur saison. Une partie où ils ont pris 3 défaites de suite et ensuite où ils sont en 3-1 sur le reste de la saison. Là, les Ravens, ils ont juste gagné un match récemment. Ouais, mais tu vois, je trouve que le switch d'avoir changé de quarterback remplaçant derrière Lamar Jackson, ils ont remis Tyler Huntley à la place de Cooper Rush la semaine dernière et du coup, ils ont battu les Bears 30-16, je crois. Moi, j'ai aimé au moins ce que ça a donné au niveau offensif. En fait, les Ravens, quand ils mettent la main sur un match, même s'ils n'ont pas de défense, ils ont une O-line qui est encore performante, Derrick Henry derrière. Si tu as quelques passes complétées à côté, tu peux vraiment ennuyer l'adversaire. Derrière, ça te demande un peu moins de stop. Et surtout, je trouve que les seconds couteaux de la défense ont réussi un peu à monter en niveau. Alors, encore une fois, jouer Caleb Williams, je trouve que ça aide beaucoup une défense aussi à avoir du temps de s'adapter. Hein. Mais voilà, c'est marrant, les Dolphins et les Ravens sont 2 victoires chacun, et pourtant je trouve que le rapport de force est vachement déséquilibré. Et du coup, c'est ce que je vais surveiller. Est-ce que la défense des Ravens, elle peut confirmer son match face à Chicago, face à une attaque des Dolphins avec un Tua qui sort son meilleur match de la saison? Je trouve que c'est un bon test / rampe de lancement, en mode c'est un petit test, et en même temps, si tu écrases l'attaque des Dolphins, tu prends de la confiance dans un match qui n'est pas le plus dur de ta saison sur le papier. Ouais, et comment dire, tu parlais du bon match de Tua la semaine dernière, c'était face aux Falcons, qui intervient juste après avoir eu en NBA des joueurs qui se sont fait choper pour paris sportifs
Et il y a eu des petites rumeurs drôles qui disaient ah ça y est, on fait des enquêtes sur les joueurs qui lancent des matchs et Tua redevient à son niveau d'Alabama. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ça continue en tant que fan des Dolphins, même si pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif qui reste de virer McDaniel. Mais si on prend un peu le calendrier des Ravens depuis le début de saison, oula, c'est Bills en semaine 1, Browns en semaine 2, Lions, Chiefs, Texans, Rams. Ils ont perdu 5. En fait, ils ont perdu tous les matchs qui étaient durs. Ils ont tous perdu. Mais ils ont eu un calendrier ignoble. Là, sur la deuxième partie de saison, c'était les Bears la semaine dernière, les Dolphins, Vikings, Browns, Jets, Bengals. Et je vais continuer. Steelers, Bengals, Patriots, Packers, Steelers. Il y a un monde où ils perdent que 4 matchs sur le reste de la saison. Et ça les fait être en... en fait, c'est 4 matchs, ça fait 8-9 quand même. Mais je pense qu'ils peuvent faire un petit push pour aller en playoff. On va dire que le match... Bon, si t'en perds un, c'est fini, je pense. Là, sur les 4-5 prochains matchs, si t'en perds un, c'est mort. Si t'en perds deux, on oublie complet. Mais si t'arrives face aux Patriots en n'ayant perdu qu'un seul match, en fait, d'un coup, tu peux peut-être espérer quelque chose, avoir une bonne dynamique avec le retour de Lamar Jackson qui va arriver incessamment sous peu. Ça peut être sympa. Côté Dolphins, j'y crois plus. 6 défaites à ce moment-là de la saison, il n'y a plus rien à faire. Par contre, si on voit des motifs d'espoir, moi, quand je vois un Tua qui joue comme ça face aux Falcons, je me dis, en fait, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il faut juste qu'il soit malade toutes les semaines. Qu'il soit malade et qu'il voit avec un œil. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, il avait mal à un œil. Je pense que c'est l'œil qui le dirigeait vers Devon Achane tout le temps. Il a dit attends, j'ai un autre monde là qui s'ouvre à moi, a whole new world. Et il a fait allez, Jalen Waddle, toi t'es là. Putain, il est où Darren Waller? Il est pas là, il est blessé. Comment je fais? C'est le test de l'œil directeur là. Il a fait ça, il a eu mal, ça s'est imposé à lui. Il s'est dit putain, mais le terrain est grand en fait. Je peux regarder autre chose que latéralement. Exactement. Mais attends, il y a autre chose. Quand je me lève, En vrai, je suis inquiet pour les Dolphins, même à moyen terme. Au-delà de Tua, qui est un peu milieu du pack en termes de QB au top et qui peut être désastreux quand il n'est pas au top. Je trouve que le nombre de beaux joueurs de talent, il n'y en a pas non plus à profusion dans l'effectif des Dolphins, quoi. Je trouve que la reconstruction, elle est assez massive. J'ai l'impression que ça part de loin. Et je trouve presque que 2 matchs gagnés à ce moment de la saison, c'est presque déjà un peu trop pour avoir un top 3 pick de la draft. Là, c'est déjà trop. On aurait dû perdre contre les Falcons. Et on l'a pas fait. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage, on se comprend. C'est la vie. Mais oui, la reconstruction va être difficile parce que l'effectif n'a pas été construit dans un but de reconstruction. Il a été construit dans un objectif de gagner. Ce qui n'a toujours pas été le cas depuis 2000 en playoff. On rappelle, toujours pas une victoire en playoff. Depuis 2000, le même GM depuis 2016. C'est un des GM qui est là depuis le plus longtemps alors qu'il a gagné aucun match en playoff de sa carrière de GM. Ce qui est totalement fou. Il y a des GM qui sautent pour bien moins. Mais ouais, écoute, que veux-tu? C'est la vie. Quelque chose à rajouter sur ce match-là entre les Ravens et les Dolphins? C'est pas le genre de match. C'est le genre de match où on se serait réveillé en début de saison et c'est pas le genre de match où on va se réveiller maintenant. Non, ça va être le 40 minutes le lendemain. Et juste un prono, je vais dire Ravens assez tranquillement, même à Miami. Oui, je suis assez d'accord. Ravens Avec aussi. peut-être Lamar. Pas sûr, mais peut-être. J'ai pas fait attention. Est-ce que c'est déjà on enregistre du coup mercredi midi? Vous l'entendez jeudi, mais nous on n'a pas. J'ai pas fait attention si Lamar Jackson jouera ou pas. Titularisation de Lamar Jackson confirmée. Voilà. Bon, il devra jouer. Donc victoire. Ravens encore plus. Voilà, GG. Bel épisode. Petit épisode de finalisé. On rappelle les épisodes à suivre. On a la bye week qui arrive samedi sur YouTube et en format podcast avec Chris Durham. On vous invite à aller l'écouter. L'interview sera en anglais par contre. Donc, normalement, il y a des sous-titres qui seront sur YouTube. Ouais, on n'a pas fini encore les sous-titres, mais ça devrait arriver. Quoi qu'il arrive, les sous-titres on les aura en anglais. Ça, il n'y aura aucun problème. C'est plus sur la traduction qui prend énormément de temps. Parce que notamment, ça écrit Chris avec CH et ça m'énerve beaucoup. Donc, il faut que je vérifie tout pour ça. Donc, ça prend un peu de temps, mais franchement, elle est compréhensible, l'interview. Ouais. Donc, ça passe. Ça passe. Et un live ce soir, Battle of the Rooks avec Alexandre et Thibaut, pour parler de tous les rookies et leur top 5 offensif-défensif, des mentions honorables.
Donc il y aura beaucoup de joueurs. Si vous n'avez pas suivi les rookies ou que vous avez envie de vous y intéresser, ce sera à ce moment-là. Et donc 21h sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube du Front Office. Belle cuvée hein, chez les rookies. Ça va être un live intéressant, je pense. Ouais, ça va parler de blessure aussi, hein, parce qu'en blessure, il y a eu Skatebo qui a plus de cheville et Schlesinger qui s'est blessé aussi. Donc 2 joueurs qui ont très bien performé depuis le début de la saison qui se blessent. C'est bon vieux Chouini. Exactement. Schlesinger, oh, une raquette. Salut à Monsieur Sabatier. GG, merci. Plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée et un bon live ce soir, bonne bye week, bon Thursday Night Football, bon Red Zone, bon tout, et vive le football.